Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour inaugurer le début de la série d'entretiens qui est dénommée Ces femmes in STEM. Je pense que ceci a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Je pense que la première question que j'imagine, c'est quoi les STEM? Eh ben, les STEM, c'est un acronyme qui regroupe les domaines de la science, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, pour nous qui sommes nés dans les années 1900, les STEM, en fait, faisaient partie des catégories d'études très difficiles et les femmes étaient très peu orientées à suivre ces filières. Donc, on a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui s'engagent dans les STEM, en tout cas beaucoup plus aujourd'hui qu'avant dans le monde. Mais chez nous, au Congo, l'engouement vers ces domaines, surtout en termes de technologie, ingénierie, mathématiques, se fait encore à pas de tortue, quoi. Donc, nous avons eu l'idée de commencer cette série d'échanges, ces femmes in STEM, où nous allons inviter de façon rotative des femmes congolaises de nationalité ou d'origine qui évoluent dans les STEM afin de partager leurs histoires dans le but de diminuer la peur de faire les STEM dans le chef de ces jeunes dames, mais aussi d'inspirer ces jeunes dames à suivre des filières dans les STEM. Donc, nous aurons un échange tous les 2 mois et toujours un samedi. Alors, on va commencer aujourd'hui avec un samedi science, comme le premier S de STEM. Puis, nous aurons en avril, samedi, hashtag samedi technologie. En juin, ce sera hashtag samedi ingénierie. Et en août hashtag samedi mathématiques. Puis, on recommence la rotation. Les femmes qui évoluent dans les STEM congolaises ou d'origine congolaise sont nombreuses. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nominer certaines que nous allons contacter et si elles le veulent, elles pourront aussi partager leurs histoires, leurs expériences. Alors moi, je suis Céleste Moussassa, je suis médecin et je suis étudiante. J'ai une maîtrise en sciences biomédicales. Je suis en train de faire mon doctorat où mes recherches sont focalisées sur le paludisme. Donc voilà, c'est tout pour moi. L'échange de ce jour est, je dois dire, empreint de beaucoup d'émotions parce que je considère que mes invités et moi, on fait partie de la même famille et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais commencer par je remercie mes invités, la professeure Corinne Joko qui est là et la professeure Tania Bichola. Je remercie ces deux femmes fortes d'avoir accepté de commencer cette série d'échanges avec moi. C'était un projet dont on a discuté, rediscuté. Finalement, nous sommes heureuses que cela prenne vie. Donc, je vais commencer par présenter mes invités pour que vous ayez une idée de qui sont ces femmes in STEM que nous avons aujourd'hui. Alors, je commence par la professeure Karine Joko. C'est une scientifique qui est entre la Suisse et l'Allemagne, la République démocratique du Congo. Donc, elle est professeure de chimie analytique à l'université de Lubumbashi, à l'université de Wurzburg. Elle est directrice et manager général du programme de bourse d'excellence BEBUC, donc bourse d'excellence Bringman aux universités congolaises. Elle aura sûrement l'occasion de nous dire un peu plus sur la question. Donc, elle est la première femme africaine qui a obtenu une thèse de doctorat en chimie analytique en Suisse. Donc, aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons des scientifiques de gros calibre. Cette thèse a porté sur le développement de méthodes analytiques faisant appel aux techniques couplées en chromatographie et résonance magnétique nucléaire pour la détection des substances toxiques dans les plantes. Et pour ça, elle a reçu le prix de la meilleure thèse en Suisse pour la chimie analytique des substances naturelles, innovation industrielle. Donc, elle a fait un postdoc, donc un postdoctorat à l'université de Copenhague, au Danemark en 2008. Elle s'est également spécialisée en résonance magnétique et chémométrie. Elle a reçu le prix de la Société suisse de chimie pour cette recherche la même année.
Elle a dirigé le service analytique qui a été financé à hauteur de 5 millions de dollars américains. Donc, c'était pas un petit service. La faculté des sciences pharmaceutiques à l'université de Lausanne-Genève en Suisse pendant 12 ans. Elle détient 50 publications. Elle a collaboré au manuel des méthodes analytiques couplées. À l'université de Lubumbashi, elle enseigne depuis 2015 et contribue à la formation des jeunes chercheurs pour la relève académique. Elle a un certificat de INGSA, International Network for Government Science Advice, et en tant que membre auprès de l'Union européenne du High Level Group for Africa and Europe Partnership, la professeure Njoko met son expertise au profit des gouvernements. Donc, depuis 2021, elle est membre de European Chemical Society, dans le groupe de travail Ethics in Science. En 2022, elle a participé dans le panel 7, Partenariat international des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, qui s'est tenu à Lubumbashi. Depuis 2009, au sein du programme BEBUC, la prof Njoko a investi son expertise académique de recherche pour encadrer les jeunes talentueux étudiants congolais qui désirent et jeunes talentueuses bien sûr, qui désirent devenir des jeunes professeurs compétents et compétentes. Dans la RDC, nous le savons tous, a urgemment besoin. La prof Njoko a matérialisé ses idées, ses actions. En action, elle a créé des partenariats nord-sud, sud-sud. Elle a construit des projets de recherche pertinents pour le Congo. Et en tant que femme scientifique, elle motive les filles, les femmes à poursuivre une carrière dans les STEM. Voilà pourquoi on l'a invitée aujourd'hui pour échanger avec nous. Donc, elle organise des séminaires pour femmes, les guide dans leur carrière, les incite à renforcer leur visibilité et leur leadership. Avec 190 jeunes universitaires, dont 42% sont des femmes, et les 19 premiers professeurs déjà nommés en RDC, le programme BEBUC forme une communauté de jeunes leaders dans la recherche au Congo. Donc, BEBUC favorise l'inclusion des femmes, encourage l'excellence, l'intégrité, l'éthique, le leadership et la coopération internationale. On va pas terminer sans dire que la professeure Njoko, c'est aussi une passionnée de musique classique et elle pratique le piano depuis son jeune âge. J'ai moi-même été témoin de ses prouesses. Donc, elle allie et milite pour la science et l'art. Voilà pour la professeure Njoko, vous savez qui elle est. Maintenant, on va parler de la professeure Tania Bichola. Elle est chercheure, elle est en phase postdoctorale dans la compagnie pharmaceutique Bayer en Allemagne. Elle est professeure associée en biologie moléculaire dans la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa en RDC. Son domaine d'intérêt, c'est la régulation de l'expression des gènes et la compréhension des mécanismes d'action des médicaments en utilisant la transcriptomique et les nouvelles techniques de séquençage. C'est complexe, mais on espère qu'on va un peu plus comprendre de quoi il en retourne au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, elle est cofondatrice de l'Académie des sciences des jeunes en RDC qui a été créée en 2020 et qui fait partie de l'Académie mondiale des jeunes. Elle est aussi conseillère dans la prise de décision de l'attribution des bourses et de fonds au sein de la fondation allemande Holger Perlmann. Tania est aussi investie dans les œuvres caritatives. Donc, elle est fondatrice et présidente de la fondation Zoé Liziba qui accompagne des orphelinats dans le domaine éducatif, social et moral. La professeure Bichola a obtenu son baccalauréat en biologie moléculaire à l'université de Kinshasa en 2014. Elle a été soutenue par la bourse allemande BEBUC. Voilà pourquoi je disais qu'on était un peu de la même famille, parce que moi-même, je bénéficie de ce programme de bourse d'excellence.
Elle a ensuite obtenu une maîtrise en biotechnologie au Centre de biotechnologie et de bioinformatique à l'Université de Nairobi au Kenya en 2017, qui était financée par la bourse allemande DFG sous la supervision du prof Marcus Engstler de l'Université de Wolfsburg et professeur Daniel Masiga du centre ICP au Kenya. Donc, elle a ensuite obtenu son doctorat en biologie moléculaire à l'Université d'Heidelberg en Allemagne en 2021. Elle était sous la supervision de la professeure Christine Clayton, où ils ont travaillé sur les mécanismes de régulation post-transcriptionnelle de l'expression génétique en utilisant le trypanosome comme modèle de système. Alors, la professeure Bichola, elle compte avoir son laboratoire de biologie moléculaire à l'Université de Kinshasa pour le renforcement des capacités des jeunes et la réalisation des projets de recherche dans le domaine des maladies infectieuses. Donc, vous savez un peu plus des scientifiques de gros calibre qu'on a invités aujourd'hui qui vont partager leurs histoires. Et ces histoires, nous voulons qu'elles puissent inspirer les jeunes dames à aussi s'engager dans les carrières, dans les filières des STEM et que c'est possible d'y exceller. Donc aujourd'hui, on a deux profils différents. On a la professeure Njoko qui a fait tout son parcours académique en Europe. Elle va nous dire comment c'était. On a la professeure Bichola qui, elle, a fait une grande partie de son parcours au Congo, puis elle est allée à l'étranger, notamment en Afrique et en Europe. Donc, je me tourne vers mes invités. Je vois que, ok, je suis très contente de voir que finalement la professeure Bichola elle a pu se connecter. Euh, donc, vous avez toutes les deux un parcours impressionnant. Vous avez toutes les deux vécu à des périodes différentes par rapport aux avancées de la technologie et des sciences. Donc, ma première question, je vais d'abord édicter les règles du jeu pour cet échange. Donc, on aura une série de questions-réponses avec nos invités. Puis, à la fin, on va donner l'opportunité à 5 à 10 personnes de poser leurs questions. Donc, on va commencer par la première question que j'adresse à la professeure Njoko. Donc, nos auditeurs ont entendu une brève description de la scientifique que vous êtes, mais socialement, nous aimerions savoir qui est la professeure Njoko, parce que je pense qu'il est important que les gens puissent avoir une image correcte de la femme scientifique, on imagine, qui sait rien faire d'autre que sa science. Donc, qui est professeure Njoko socialement? Voilà, bonjour Céleste, bonjour à tous les invités de ce space. D'abord, je tiens à remercier notre organisatrice Céleste pour cette brillante initiative. Je pense que cette initiative aura beaucoup de succès et que les jeunes dames et les jeunes messieurs, bien sûr aussi, qui participeront, trouveront en tout cas des réponses à certaines questions et de la motivation pour la science et puis pour les STEM. Merci. Pour moi, c'est vraiment une joie aujourd'hui d'être l'invitée de cette jeune femme que j'ai suivie durant longtemps, que j'ai vu se développer, devenir une magnifique scientifique. Donc, c'est vraiment une joie et un honneur. Et l'honneur aussi d'être à côté de professeur Tania Bichola, que j'ai aussi suivi durant des différentes années, et de voir la magnifique, brillante scientifique qu'elle est devenue aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir. Et surtout qu'elles sont investies au Congo, et elles montrent un nouveau visage des femmes scientifiques au Congo. Vraiment, je suis très très heureuse. Alors, quelle femme socialement scientifique je suis. D'ailleurs, j'espère que ma voix ne va pas se casser à un moment donné.
parce que la femme scientifique que je suis, hier soir, était au théâtre, d'accord, avec une amie. J'étais au théâtre avec une amie. Après, nous sommes allés danser avec deux autres amis. Donc, vous voyez, la femme scientifique, elle n'est pas que dans son laboratoire ou devant son ordinateur. Donc, voilà. Donc, moi, je me définis comme chimiste euh, qui défend l'éducation, une éducation de qualité, une éducation pertinente, une éducation pour les femmes. Ça, c'est surtout par rapport à mon historique personnel, parce que je suis née dans une famille de filles. Nous sommes 5 filles. Avec maman, ça fait 6. Et déjà très petite, nous avons été discriminées. Nous sommes nées 4 au Congo. La 5e est née en Europe. Et nous avons été maltraitées, il faut le dire, par la famille de notre papa, parce que nous étions filles. D'accord. Donc, cette souffrance juvénile a fait qu'aujourd'hui, en fait, ça nous a donné une certaine carapace à mes sœurs et moi pour défendre notre position et notre existence en tant que filles. Nous avons le droit d'exister, nous avons le droit de respirer, nous avons le droit de faire ce que nous voulons dans la vie. Donc, ça, c'est vraiment mon historique personnel. À côté de ça, ben voilà, je me définis comme sœur, comme amie, comme musicienne, comme une scientifique qui aime danser, comme une scientifique qui aime des gens avec de l'humour, les scientifiques un peu boring, c'est-à-dire très intelligents mais sans humour. Ça me crispe un peu. Ça me crispe un peu. J'aime les gens avec de l'humour. Donc, vous voyez, ce n'est pas une caricature d'une femme avec des grosses lunettes euh, et puis qui est psychorigide. D'ailleurs, si vous voyez Céleste et puis Tania, c'est pas du tout ça. Hein. Donc, donc voilà, c'est ce que je suis socialement. Je veux dire, on est ancré dans la société. On ne peut pas être en marge de la société. C'est-à-dire, lorsqu'il faut être sérieuse, il faut être sérieuse. Quand on fait une thèse de doctorat, oui, on doit être concentré. On ne va pas aller danser tous les soirs. On va pas... Voilà, il faut être concentré. Si on va faire une conférence, ben voilà, on ne va pas s'habiller n'importe comment. On va être sérieuse. On va être... qu'on puisse nous prendre au sérieux aussi. Donc, voilà. Donc, à chaque situation, euh, on doit apporter une réponse. Mais aujourd'hui, les femmes scientifiques sont mariées. Je suis mariée, j'ai une famille, j'ai des neveux, j'ai des sœurs, j'ai des amis. Donc, voilà, tout à fait normal. Voilà, nous retenons donc la professeure Njoko, c'est une sœur, c'est une amie, elle aime danser, elle aime faire la fête, l'humour, mais elle est focus. Donc, elle sait faire la part des choses. Quand elle est scientifique dans son labo, elle fait ses recherches, elle va dans les conférences, mais quand elle est dans la famille, bah, c'est la professeure Njoko qui est sœur, qui est amie, qui est maman, elle est la tante. J'espère qu'elle est un peu tante gâteau, hein. Qu'elle fait beaucoup Absolument. de cadeaux à ses neveux, à ses nièces. Et je suis marraine. Je suis marraine de trois jeunes filles. En fait, bon, jeunes Mhm. filles, il y en a une qui a 7 ans, il y en a une qui a 9 ans, et il y en a une qui a 20 ans maintenant, que j'ai vu Oh, grandir et wow. puis devenir une belle jeune femme. Donc, Mhm. voilà, j'adore ce rôle-là. J'adore. Ouais. Et nous aussi, on aime l'entendre. Donc, Oui, la prochaine question, c'est, c'est la même question à la professeure Tania Bichola. Donc, parfois, je vais l'appeler Tania, pour des raisons évidentes. Donc, on se connaît depuis, 2013. On a évolué dans le même système. Donc, je l'ai vu devenir professeur. C'était une très grande joie, un rêve qui devient réalité. Il y en a beaucoup qui sont avec nous. Je vois le professeur Bangelessa. Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, la même question que la professeure Joko pour toi, Tania, mais avec la particularité que tu nous racontes aussi ton parcours scolaire, parce que je pense que des jeunes filles qui vivent au Congo peuvent s'identifier à ça. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup Céleste. C'est une joie immense pour moi d'être dans ce space comme
Et surtout avec Madame Karine, c'est aussi difficile pour moi de dire prof Njoko parce que ça a été un Oui, mentor pour moi. C'est la famille, on a tous été encadrés par elle dans la grande famille Bebuc. Et c'est une grande joie de partager cette espèce avec elle et ensemble avec Céleste. En tout cas, Céleste, félicitations pour cette initiative très brillante. Je me disais qu'on a besoin d'espèces pareilles parce que la jeune fille congolaise, elle a besoin aussi de voir des repères et pour moi, je pense que c'est très important. Alors, comme professeur Joe, comme Madame Karine a dit, moi aussi, je suis pas seulement scientifique, mais je suis un être humain. Je m'appelle Tania Bichola. D'ailleurs, je n'aime pas le titre là hein, de professeur. Je m'appelle Tania, je suis troisième d'une famille de 10 enfants. Voilà, je suis une femme chrétienne, j'aime beaucoup les seigneurs et j'aime beaucoup la présence de Dieu, j'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup passer des moments avec les enfants. Je suis des natures plutôt beaucoup calmes, très introvertie et je n'aime pas souvent dire ce que je pense, mais j'y travaille petit à petit et je réfléchis beaucoup sur la vie, sur les sujets qui me sont à cœur. J'aime la lecture, la musique, j'aime le sport, surtout la course à pied. Je me rappelle pendant mon doctorat, chaque week-end, j'ai couru 8 kilomètres juste pour se défouler un peu. J'aime aussi Et la ça? marche à l'air libre. Oui, oui. J'aime beaucoup le sport pour garder la taille, pour se défouler, se détendre. C'est un moyen pour moi de aussi maintenir ma santé mentale. En tout cas, j'aime beaucoup. Je suis une personne très sociale. Je noue facilement des relations amicales. La famille Bebuc, c'est devenu vraiment comme une deuxième famille pour moi. J'aime Mhm. cuisiner. J'adore essayer de nouvelles recettes culinaires européennes et asiatiques. J'aime beaucoup essayer de nouvelles choses. J'adore voyager. Je pense que mes amis, ils sont là, Alain Bapolis, Freddy, Daniel, ils m'ont même surnommée Dora l'exploratrice. Ça fait deux. J'aime bien voyager, j'aime bien découvrir de nouvelles horizons, de nouveaux endroits, la nature, l'espace, j'adore en tout cas. Et Madame Céleste Mhm. a dit que je puisse aussi parler de mon parcours. C'est très bien. Ouais. Moi, je suis née à Kinshasa, je grandis à Kinshasa. J'étais une grande partie de ma vie, c'était à Bandal, la Bandal que les gens connaissent, un peu bruyante, mais C'est malheureusement, je Paris. suis pas bruyante. Tout le monde, quand j'ai dit que j'ai grandi à Bandal, les gens me disent, non, tu fais pas genre une fille de Bandal. J'ai dit, mais comment sont les filles de Bandal? Elles sont comment? Bon, moi, oh ben, ok, j'ai grandi à Bandal. J'ai fait l'école primaire au complexe scolaire Joël Lutin. On avait des grands cartables, hein. On reconnaissait les élèves de Joël Lutin avec des grands cartables parce qu'on avait des fardes et tout. Une très bonne école en tout cas. Et puis j'ai fait mes études secondaires au lycée Montemampico sous la direction de Mademoiselle Desmeyer, qui était la préfète, paix à son âme, qui nous a malheureusement laissés. Et j'ai fait la biologie-chimie là-bas. Ensuite, j'ai fait ma licence à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences. J'ai fait l'option biologie moléculaire. Et après ça, bon, voilà, au fur et à Mhm. mesure, on va parler. Déjà, Céleste l'a mentionné pendant mes études de pendant la licence, j'ai reçu la bourse BEBUC en deuxième année graduat et je pense que c'était la même année que prof Karine faisait maintenant partie du panel. C'était aussi votre année d'insertion, je pense, parce qu'avant ça, vous exactement. n'étiez Ouais. pas. Oui, je pense que c'était la même année, voilà. Donc, Sous nous, un on a panel. rejoint une année après, en fait. Donc, c'était sûrement que tu as rejoint en 2012. Et en 2013, c'est quand moi, j'ai rejoint le système. Mais déjà, je vois beaucoup de similitudes entre toi et moi. Et avec la professeure Joko, on aime la science et on aime l'art. Je me demande si quelque part c'est lié parce que j'aime faire de la musique, j'aime beaucoup la lecture aussi. Donc, on a un peu ces points communs. Mais je retiens que euh, Tania, c'était une fille qui était à Bandal, comme toutes les filles aujourd'hui qui sont à Bandal, mais aujourd'hui qui est devenue professeure. Donc, on ne catégorise pas, non parce qu'elle habite Bandal ou elle habite Lingwala ou peut-être qu'elle habite Njili et que elle ne devrait pas probablement faire les sciences.
tout le monde peut faire les sciences et tout le monde Oui, peut faire des STEM. Donc aujourd'hui, on veut au fait partager cette expérience. Donc cet échange vise en fait à stimuler les jeunes dames aujourd'hui à ne pas se catégoriser, à dire moi je peux pas faire les carrières difficiles donc les STEM, moi je devrais faire coupe et couture. Si on a les capacités de faire les STEM, on peut le faire et on peut exceller. Donc, ma deuxième question va se tourner vers la prof Njoko encore une fois. Quelle était en fait la perception des STEM pour les femmes quand vous avez décidé de faire la chimie? Donc, en plus clair, je veux dire, est-ce que c'était facile de décider de faire les STEM à ce moment-là? Parce que vous avez aussi parlé du trauma que vous avez subi quand vous étiez jeune. Et puis, quels étaient les commentaires et les opinions autour de vous? Faut pas oublier que vous étiez une femme de couleur, mais on va parler de l'aspect femme de couleur en Suisse plus tard. D'accord, merci Céleste. Disons, c'est vrai que cette lutte de ma maman, de mes tantes, disons de ma tante, puisque je n'avais qu'une du côté de maman, de ma grand-maman, Coco Mumbono, était vraiment de montrer que des filles sont aussi capables que les hommes. C'était leur lutte. Et j'avais comme modèle ma maman, ma tante, qui était une femme très forte, grande, qui avait au moins 100 kilos, mais d'une force physique incroyable. Et ma grand-mère, qui était une femme toute petite, toute menue, mais avec un verbe. Et lorsqu'elle ouvrait la bouche, tout le monde se taisait et tout le monde la respectait. Donc j'avais ce modèle-là. Et lorsque nous sommes arrivés en Suisse, on va peut-être parler de ça plus tard en tant que femme noire en Suisse, mais ma motivation pour la chimie est aussi venue de là. C'est-à-dire que lorsque nous étions en Suisse, nous sommes arrivés en Suisse, déjà dès l'école secondaire, j'avais des sœurs dans différentes filières, mais celle qui était après moi, Bénédicte, était très intéressée par la littérature et elle écrivait des dissertations magnifiques. Elle a une belle écriture jusqu'aujourd'hui. Et à l'école secondaire, elle avait spécifiquement un prof de français qui avait des perceptions racistes vis-à-vis des Noirs. Donc, il avait même des propos qui, aujourd'hui, il faut vraiment remettre dans son contexte. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne passera plus. Mais à l'époque, il a osé dire dans la classe que les Noirs avaient un cerveau constitué d'une façon qui ne leur permettait pas de faire des dissertations. Waouh, oui, oui. c'est choquant ça quand même. Hein? Oui, très, très. Elle est revenue de l'école en pleurs en disant mon papa, voilà ce qu'il a dit et j'ai encore de nouveau une mauvaise note. Elle avait toujours des mauvaises notes en français. Et là, j'ai vu mon père se lever, aller à l'école et demander une discussion avec le directeur. Mais comme ça se fait souvent, mais même aujourd'hui, on ne sanctionne pas les profs. Qu'est-ce qu'on fait? On les déplace. D'accord? On les déplace dans une autre école. Mais elle est restée avec cette souffrance dont elle a fait une force après. C'est-à-dire qu'elle a eu le courage d'aller à l'université et faire les lettres. Et elle a été brillante à l'université. Mais moi, peut-être que j'étais un petit peu moins téméraire, je veux dire, et je la voyais aller à l'école avec cette rage et cette souffrance. Et je me suis dit, mais moi, je ne veux pas faire les lettres. Parce que les lettres, on peut juger ton travail de façon un petit peu subjective, des fois. Une façon un peu subjective de
de juger le travail selon la vision du prof, etc. Moi, je vais faire les sciences parce que les sciences, si j'ai fait A plus B, on ne va pas me contester. Si j'écris une équation, on ne va pas me contester. Si j'écris une réaction chimique, on ne va pas me contester. Alors là, c'est là où je veux prouver que les Noirs peuvent y arriver et sans qu'on les conteste. Donc, c'était un peu une sorte de lutte aussi. Mais il faut dire aussi, j'avais un prof de chimie qui était vraiment passionnant. Il était passionnant. Et moi, j'étais dans une filière en Suisse, c'est une filière disons, aux humanités. C'est une filière langue et mathématiques. C'est-à-dire qu'on apprend les langues, c'est comme ça que j'ai appris l'allemand, l'anglais et l'espagnol dans cette filière, mais il y avait aussi les mathématiques. Donc, les personnes étaient quand même plus intéressées par les langues, donc peu par les mathématiques. Du coup, le prof de chimie, voyant quelqu'un qui s'y intéressait, me donnait un peu plus d'exercices que les autres. Je restais un peu plus longtemps dans les laboratoires et c'est comme ça qu'il m'a aussi aidé. Et puis on a beaucoup discuté et puis il m'a poussé à faire de la chimie. Et plus tard, quand j'ai eu ma thèse de doctorat, je lui ai dédié ma thèse de doctorat. Et puis ça, c'était vraiment une joie. Et il était très content. Bon, Voilà. je vois que bon, le parcours, il n'a pas été facile. C'est comme on dit en anglais, when life gives you lemons, you make a lemonade out of it, out of those lemons. C'est quand Exactly. la vie te donne des citrons, donc tu fais une limonade. C'est vraiment l'image que je reçois de votre histoire. Elle est vraiment très encourageante. Donc, faut pas se décourager. Faut plutôt utiliser les faiblesses qu'on a, ou les faiblesses, entre guillemets, qui ont été taguées pour en faire une force. Mais en fait, cette perception des Noirs qui ne peuvent pas exceller dans les sciences et tout ça, il y a même des grands scientifiques qui ont soutenu ce postulat. Donc, c'est quand même triste de voir des personnes aussi ignorantes qui sont en fait les éducateurs, qui sont ceux qui donnent le goût d'étudier aux enfants et qui décident de prendre le côté de l'ignorance. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on a une scientifique de gros calibre. Merci à ces professeurs parce que s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'aujourd'hui, bon, ce serait pas mauvais non plus, qu'on allait avoir une personne de grande renommée dans la musique en jouant du piano, ce qui n'est pas mal non plus. Pour moi, il faut avoir une soupape. C'est-à-dire que, voilà, Tania, elle court. On ne peut pas. Le cerveau a besoin de respirer. Hein. Le cerveau a besoin de respirer pour mieux se concentrer. Donc, il faut Absolument. avoir quelque chose à côté qui vous passionne. Et puis, de toute façon, l'art ouvre aussi d'autres synapses dans le cerveau qui vous permettent en fait de mieux apprendre aussi. Hein. Si vous regardez, si on remonte dans le temps, les Einstein, tous ces grands scientifiques, Heisenberg, si je parle de ceux qui étaient en mécanique quantique, c'était tous des philosophes en fait. C'était tous des philosophes. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre un peu les STEM dans une sorte de boîte très technique. Et on oublie. Hermétique. Voilà. Hermétiquement fermé. Voilà. Très technique. Et on oublie de l'ouvrir un peu sur l'histoire, sur la philosophie, sur l'art. Il y a des grands mathématiciens qui sont des joueurs d'échecs, par exemple. Hein. Bah, voilà. Pour moi, c'est le design. Moi, ma soupape, c'est le design. C'est comme ça que je laisse échapper mon cerveau à l'imagination, à la création. Donc, on va passer à la professeure Bichola. Bah, Tania, tu as décidé de faire la biologie. J'imagine que quand tu faisais le graduat, c'était encore OK, d'accord. Tout le monde va aller à l'université, fait le graduat, ça va. Puis tu dis, non, moi, je veux faire la licence aussi. OK, d'accord, c'est encore OK, je pense.
Et puis tu dis non, moi je vais faire la maîtrise. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait déjà des avis, des commentaires ici et là qui commençaient à se faire entendre. Et puis quand tu termines ta licence, tu dis moi, tu termines ta maîtrise, moi c'est le doctorat. J'imagine que là, ça devait être la goutte qui fait déborder le vase, hein. Mais finalement, elle veut quoi? Pourquoi elle se marie pas? Au lieu de continuer, elle veut continuer son doctorat, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Alors, ma question, c'est comment est-ce que ta famille, tes amis, les gens autour de toi ont réagi par rapport au choix de la filière d'abord? Et puis, comment ils ont perçu ton désir de continuer et de devenir la scientifique que tu es aujourd'hui? Très bonne question, c'est une très bonne question, mais j'ai une petite histoire d'abord derrière le choix de la filière. Au départ, je ne connaissais pas la biologie, je dois être honnête. Au départ, je voulais être médecin, je voulais faire la médecine et je voulais, comme j'aime beaucoup les enfants, je voulais être pédiatre. Mais en ce moment, en fait, la situation de la famille n'était pas très adéquate parce que mon père, il était allé vivre avec une autre femme et il était vraiment très partagé et en ce moment-là, c'était dur pour lui de subvenir complètement à nos besoins de l'autre côté. Mais il voulait aussi que je fasse la médecine. Pour lui, c'était l'Université protestante du Congo, UPC. Et il m'a dit, oui, il va faire le test. Et j'ai fait le test, j'ai réussi. Et puis, quand l'année académique devait débuter, il a dit qu'il n'avait pas de frais pour moi. Et j'étais très abattue, vraiment très abattue. C'était comme un désastre pour moi parce qu'en même temps, je me focalisais sur le PC. J'ai Mhm. raté l'inscription à l'université de Kinshasa parce que les gens disaient autour de moi qu'à l'université de Kinshasa, il y a des amis élastiques, il faut pas aller là-bas et tout. Et donc, je Tania, suis restée à la maison et normalement, ça devrait être une année chômée pour moi parce que bon, la situation n'était pas vraiment adéquate. Ma mère, d'ailleurs, pour elle, c'était, au fait, tu vas rester seulement à la maison. Et je pleurais et comme chrétienne, enfin, je passais beaucoup de moments dans la présence de Dieu. Je disais, Seigneur, fais seulement ta volonté dans ma vie. Je veux ta volonté parfaite. Et un jour, un ami est venu me rendre visite, un ami que je salue vraiment. C'est comme dans mon histoire, j'appelle, c'est les Anglais les appellent Destiny Helper. Ce sont des personnes qui vous aident dans votre destinée. Il est venu me rendre visite. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Il n'y a pas que la médecine dans la vie, hein. Il m'a dit, Tania, Tania, excuse-moi de t'interrompre. Je crois qu'il y a un petit problème avec ton micro. ça va maintenant? Allô? Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ça va maintenant? Ok. Ouais. Alors, j'ai eu la visite d'un ami qui est venu me dire qu'il n'y a pas que la médecine dans la vie, parce qu'il avait déjà commencé des études à l'université de Kinshasa et il m'explique qu'il y a aussi les mathématiques, il y a les maths info, il y a la physique, il y a la chimie, il y a la biologie, et que je pouvais aussi considérer d'autres options. Et en ce moment, c'était comme si mes yeux s'ouvraient, au fait. Et on est allé à l'université de Kinshasa ensemble. Il m'a fait une visite guidée et j'ai rencontré deux de mes amies du lycée, Bénédicte et Lydia, qui sont devenues deux sœurs pour la vie pour moi. Et elles avaient déjà commencé en biologie et elles m'ont expliqué que je pouvais faire un transfert en deuxième année en médecine et ce transfert était possible. Alors, je me suis engagée en biologie et maintenant je rejoins ta question. Quels étaient les avis? Les avis étaient partagés. Mon père, qui finalement a payé les frais pour cette année parce que c'était pas trop cher à l'unité, il a dit que qu'est-ce que tu feras avec la biologie? Qu'est-ce que tu deviendras avec la biologie? Et d'ailleurs, il me demandait, en fait, c'est quoi même la biologie? Pour lui, c'était très absurde. Au fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas réellement les différentes applications de la biologie moléculaire dans la vie courante, ainsi que les débouchés. Et au fait, je suis devenue passionnée de la biologie et je n'ai jamais fait de transfert. Je pouvais bien le faire parce que j'avais une distinction aussi en première année, mais je n'ai plus fait ce transfert parce que j'étais passionnée et je me disais c'est exactement là que je dois être. C'est en fait comme la Bible dit, hein, heureux ceux qui placent en Dieu leur confiance, ils trouvent dans leur chemin, en fait, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et certaines personnes continuent à me dire que c'était un gâchis. Euh, une tête bien faite comme moi, une femme intelligente, je ferais bien une chirurgienne, une pédiatre. Il disait la biologie, c'est une perte pour mon cerveau.
Mais je bénis Dieu pour ma famille. Ma famille a toujours été un cadre d'encouragement pour moi. Donc, ma mère, mes frères et mes sœurs, ils n'ont jamais questionné mon choix. Quand je décidais d'aller plus loin, c'était aussi eux qui étaient un sujet de joie, d'inspiration pour moi. Et même ma famille élargie, hein, mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles, ils ont toujours été très fiers de moi. Et voilà, ma famille vraiment a été ma première source de motivation, d'inspiration. Et il faut dire que mon grand-père maternel, le père de mon père, c'est fut un grand féministe. Il croyait au potentiel de la jeune fille, de la jeune femme. Et il disait ça à mes parents et mes parents à leurs enfants. Donc, euh, pour notre grand-père, la femme n'a pas de limite. Il faut pas limiter la femme. Je sais pas d'où il prenait ça parce que c'est un diamantaire, c'est un boulot, bah, mais c'était un grand féministe. Et faisant partie aussi des Bébus, comme je l'ai mentionné, je faisais partie de la grande famille Bébus, cette bourse d'excellence, la bourse Bringman. J'étais entourée de ce jeunes gens qui étaient aussi passionnés des études, qui avaient ces ambitions de faire des grandes études. Et pour moi, c'était une grande motivation. Et même mon amie Bénédicte qui partageait les mêmes ambitions pour moi. Mais à la cité, à l'église, c'était tout autre. Les gens, ils se disaient, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Il y a même des amis qui avaient des intentions de me faire la cour, de me draguer ou de bâtir un foyer avec moi. Quand ils ont entendu qu'après le master, en fait, parce qu'après le master, j'étais revenue avant de commencer le doctorat. Et quand j'ai dit que je veux faire le doctorat, ils étaient genre découragés, genre, waouh, non, on peut pas, une fille comme ça, non. It was like it's done. On ne peut pas aller plus loin parce que tu es très débordante au fait. Bon, voilà, c'est mon histoire. Malheureusement, l'entourage, l'environnement, l'église, la cité n'a pas été vraiment très Non, encourageant dans ce sens-là, mais au moins non. à l'université avec Bébuc et ma famille, ça a vraiment été the sky is never too high for you, go for it. Et pour Mhm, moi, mhm. c'est une joie, c'est vraiment une joie d'avoir une Ouais. famille et des amis qui me soutiennent dans ça. Waouh, c'est une histoire vraiment inspirante et dans les deux histoires, en fait, je retiens un point essentiel, le rôle de la famille dans l'orientation, mais aussi dans le soutien émotionnel des enfants, quoi. Orienter les enfants par rapport à la bonne filière ou conseiller les enfants, être présent pour ces jeunes filles qui ont déjà beaucoup de choses qu'elles doivent surmonter dans la vie. Donc, orienter ces filles, la famille, ça a vraiment un rôle très important dans le devenir des enfants, en général des jeunes, quoi. Et c'est vraiment très important de le mentionner. Merci beaucoup de partager ces histoires avec nous et j'espère que ça va inspirer beaucoup d'autres jeunes femmes qui vont nous écouter aujourd'hui ou après. Donc, quand on a manqué ce live, on peut toujours le faire plus tard, écouter plus tard. Alors, Donc, si je peux on juste est en train rajouter de... quelque chose, je m'excuse, Céleste. Non, non, d'accord. Euh, en fait, les STEM sont mal connus hein, au Congo. Et la plupart des familles, et puis même des jeunes en général, on ne voit que la médecine. En fait, lorsqu'on parle science, pour une femme, c'est la médecine. Euh, non, même dans la médecine en question, il n'y a pas que gynécologie. Hein. Il n'y a pas que gynécologie pour la femme. Donc en médecine, il y a aussi des filières très techniques. D'accord. On peut aussi embrasser des filières extrêmement techniques, même en médecine. Et en médecine, on peut faire la recherche aussi. D'ailleurs, Céleste, elle est médecin, elle fait de la recherche. Et puis, Exactement. donc on connaît très mal toutes les filières de sciences. Et ça, c'est aussi un travail qui doit être fait en fait au Congo pour qu'on puisse ouvrir les horizons. Parce que les horizons sont un peu bouchés. C'est qu'on n'a pas, non seulement on n'a pas de modèle, on ne voit pas des femmes dans différentes filières, et puis en plus on nous dit c'est ça, tu dois faire ça. D'accord. Je Mhm. respecte beaucoup les parents, mais à un moment donné, la direction de ceux que l'on choisit pour soi et de ceux qu'on aime, ce n'est pas forcément les parents qui doivent décider de ça.
Ils peuvent Exactement. orienter, ils peuvent suggérer, mais après, c'est ton choix. Et pour moi, Exactement. Mhm. je dis toujours que la chose qu'on aime, on va le faire de façon correcte et avec beaucoup de passion. Tout à D'accord? fait. Tout Ce, à fait, ce madame. qu'on n'aime pas, on va le faire, bien sûr, parce que si on est travailleur, on va le faire. Mais on va le faire peut-être avec moins de cœur et puis donc ça n'aura pas autant d'éclat. Donc, il faut Ouais. déjà Tout à fait aller par la d'accord. motivation et la passion. Mhm, mhm. Exactement. Mais on va courir un peu parce que le temps est en train de filer à toute vitesse et il y a encore quelques questions, puis les questions des auditeurs. Ma prochaine question, c'est par rapport au fait que, professeur Njoko, vous étiez la seule femme de couleur dans votre filière. Donc, comment est-ce que vous avez vécu ce trauma? Bon, vous avez déjà dit un tout petit peu, et puis vous avez obtenu le prix de la meilleure thèse. En ce moment-là, c'était quelque chose. C'est toujours quelque chose aujourd'hui, mais j'imagine que là, c'était waouh. En plus, une noire qui a le prix de la meilleure thèse. Donc, si vous pouvez nous donner un bref aperçu de ce qu'était votre vie académique, les challenges que vous avez rencontrés, les peurs. Oui, merci Céleste. Bon. En fait, la question, est-ce que la situation a changé un peu aujourd'hui en Suisse? Oui, il y a plus de Noirs dans les universités, mais ce n'est pas encore vraiment une révolution. Il y en a toujours autant peu en sciences. En chimie, ici, je connais une, qui est devenue une amie, en fait, une Camerounaise qui a fait le doctorat dans le même laboratoire que moi, chimiste aussi. Et puis une autre chimiste qui travaille à l'école polytechnique, une Congolaise aussi qui travaille à l'école polytechnique, mais elle est informaticienne. Donc il y en a toujours autant peu, en fait, des femmes noires dans les STEM. Les médecins, il y en a un peu plus. Les médecins, ma grande sœur est médecin, elle travaille à Berne. Euh, donc il y en a un peu plus. Mais à l'époque, en fait, moi, cette situation d'être toujours la seule, ça me désespérait, en fait. Ça me désespérait. C'est que j'étais là, mais c'est pas. Je rêvais d'une amie noire. J'en rêvais J'imagine. J'imagine. à l'université d'avoir une amie noire avec qui j'allais partager, je sais pas, mes rastas, mes produits pour la beauté, enfin, des Ouais. choses pareilles. Je n'avais pas. Donc, j'étais toujours la seule aux humanités dans ma classe, la seule à l'université. Euh, Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, si on veut, j'ai très peu d'amis noirs parce qu'elles sont arrivées plus tard, elles sont plus jeunes que moi. J'ai plutôt des amis garçons de mon âge noirs parce que ce sont les garçons que je trouvais qui étaient en ingénierie, en physique. Donc c'est eux que j'ai rencontrés et puis pas d'amis noirs du tout. Et puis à l'université, voilà, je me retrouvais vraiment un peu seule c'était un certain poids. C'est comme si je portais toute l'Afrique avec moi, en fait. C'était ça, c'était ce poids et le point toujours d'exceller. D'exceller Ouais. parce que sinon, il y avait comme une étiquette qui allait être mise sur les noirs. Ah ben voilà, c'est une Ouais. noire, alors voilà, elle a C'est échoué, normal. c'est C'est normal normal. qu'elle échoue. Voilà. Mais Donc c'était j'avais un c'était une peu, grosse pression, hein? si, Une c'était un grosse peu pression quand une même. grosse pression. Et l'autre Mhm. pression que j'avais aussi quand même, je dois le dire, vis-à-vis des autres Africains, c'est que je n'étais jamais prise pour une Congolaise. C'est-à-dire que lorsque on me rencontrait, alors on me demandait alors tu viens d'où? Je disais congolaise. Non, congolaise, non. À l'université, non, pas du tout. Non, une Non, congolaise, elle nous, doit les être comme ça. Congolais, dans Une la congolaise, musique, dans ouais, la danse. voilà. Une congolaise, elle doit s'habiller comme ça. Elle doit avoir les cheveux de différentes couleurs. Elle doit décolorer la peau.
C'était ça. Donc, j'avais comme si je devais me justifier. Non, pourquoi vous avez cette image? Non, non, il y a des Congolais à l'université, des Congolaises à l'université. Donc, ça aussi, c'était plutôt un peu comme une sorte de bataille. Et là, je me retrouvais encore plus seule parce que j'étais toujours seule. Donc, ça c'était un peu lourd à Vraiment. porter. Et puis après, donc, ça m'a aussi peut-être poussée à vraiment beaucoup travailler, à montrer ce que je valais et puis à faire ma thèse de doctorat de façon vraiment très concentrée. Et puis à la fin, d'avoir vraiment la confiance de mon chef de labo qui était vraiment aussi très très ouvert parce que dès ma deuxième année de thèse, il m'a donné beaucoup de responsabilités au labo. J'ai pu travailler avec des industries directement et puis m'occuper déjà du service analytique et Mhm. après avoir ce prix. Et ce prix, moi je m'en souviens tout le temps, j'étais, euh, disons, déjà la thèse de doctorat. La thèse de doctorat, lorsque j'ai eu ma thèse de doctorat, j'ai fait la présentation publique, il y avait tous les Africains, presque de Suisse, qui étaient là. C'est le soutien de l'Afrique. Notre sœur C'était, doit défendre, il faut qu'on fasse tout cela. voilà, Ça, c'est la solidarité africaine. voilà, ils étaient là. Et puis quand j'ai eu le prix, mais voilà, mon père a organisé une fête et puis il y avait des Africains qui étaient là, mais tellement fiers. Et puis j'ai eu des articles dans les journaux en Suisse, voilà, une femme noire qui a eu un prix. Mais en même temps, ça me rendait un peu triste. C'était comme si c'était une exception. C'est-à-dire que Mhm. lorsque elle excelle, la femme noire, ça devient une exception. Alors que ça ne Mhm. devrait pas être une exception, je trouve. Ouais, ça devait être normal. Ça devrait être normal, en fait. Donc, c'est Mhm. ça qui Mais me rendait un peu triste. je peux ajouter quelque chose. Je pense que c'est Oui, parce que ils n'ont pas, leurs attentes est très faible par rapport à la femme noire. voilà. C'est quand tu t'attends pas à ce qu'elle peut faire ça, parce que si tu t'attendais à ça, ça devait être normal. It is like Mhm. the Oui, expectation they have from us. Tu vois, les ouais, attentes sont déjà très faibles. oui, C'est Mhm. triste, mais c'est ça la réalité, au fait. Ouais, je suis obligée de vous interrompre toutes les deux pour qu'on oui, continue. bien sûr. Parce que si on s'apaisantit sur la question, on va parler toute la journée. Il y a tellement à dire. Mais on va revenir sur ta thèse très compliquée, très complexe même pour moi, Tania. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est la pertinence de tes recherches? Donc, quand tu as fait ta thèse pour le Congo en 3 minutes, comme si tu l'expliquais à ta grand-mère. Ah, ok. Très bonne question. Quand je Comme faisais si la tu l'expliquais à biologie, ta grand-mère, s'il te plaît, hein. N'oublie pas. oui, je suis en train d'expliquer à ma grand-mère. Bon, voilà, c'est toujours une question que partout où je passe, les gens me disent en biologie moléculaire, mais qu'est-ce que tu as fait? Voilà. C'est comme si j'étais devant ma grand-mère Catherine Mbalaï et je lui dirais que, voilà, grand-mère, la mouche tétée, quand elle nous pique, elle transmet un parasite. Et ces parasites, le trypanosome, il est responsable d'une maladie que nous tous on connaît comme au nom de la maladie du sommeil. Et ma grand-mère, tu peux imaginer que ces parasites est capable de survivre dans deux environnements, donc chez l'être humain, mais aussi chez la mouche tétée. Et il est en train de survivre dans deux environnements qui sont très différents. Chez l'être humain, il y a une température de 37 degrés et il a besoin des gaz carboniques, de l'air pour vivre. Mais alors que chez la mouche tétée, c'est un environnement avec une température de 27 et il n'a pas besoin de gaz carboniques. Alors, cela veut dire que ces parasites, il a besoin d'exprimer certaines protéines dans un environnement et de supprimer l'expression de ces protéines dans un autre environnement. Et ma thèse a été très pertinente dans le sens où on voulait comprendre les facteurs qui sont impliqués dans l'expression de ces protéines qui vont permettre à ces parasites de survivre chez l'être humain et de survivre dans la mouche tétée. Et c'est très pertinent parce qu'on a réalisé qu'il y avait une protéine, une seule protéine qui était capable, sans cette protéine, le parasite ne pouvait pas survivre dans l'être humain. Et dans ma thèse, j'ai pu
En gros, j'ai pu élucider les facteurs qui sont impliqués dans l'expression de cette protéine. Et ces facteurs sont très importants parce que ces facteurs peuvent, mettons, être utilisés comme de moyens de bloquer ou encore comme des moyens de mise au point des médicaments contre ces parasites. Voilà, j'ai fait même moins de 3 minutes. Je pense que au lieu Wow. d'aller dans les détails, je m'arrête là, grand-mère. Oui, c'était beaucoup plus compréhensible, mais je suis pas sûre que toutes les grand-mères ont compris ça. Mais merci pour l'effort. C'était quand même un peu plus simple. Maintenant, on comprend un peu la quintessence de ta thèse et de ce que tu as fait, l'implication que ça a sur la lutte contre la maladie du sommeil dans notre pays. Donc, mais on va encore aller à une autre question rapidement. Donc, je reste avec toi, Tania. Mhm, Dans la brève description du parcours scientifique, il y a eu beaucoup de bourses, hein. Il y a BBUC, DFG, etc. Des collaborations ici, là-bas, qui ont permis d'obtenir ton doctorat. Donc, et la maîtrise et aussi la licence. Donc, je pense que beaucoup de jeunes qui nous suivent maintenant, ils veulent savoir comment on obtient ces bourses. Est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes? Donc, est-ce que c'est pour les enfants d'abord, comme on les appelle à Kinshasa? Est-ce que il faut avoir un profil particulier? Est-ce que tu avais ce profil? Peut-être qu'il faut nous dire quel profil il faut avoir. Mais il y aura donc le prof Njoko va nous dire un peu plus sur Bébuc, mais Tania, en tant que toi, personne, jeune femme qui a appliqué, donc on va dire jeune congolaise, même un jeune, ça s'applique aussi aux jeunes congolais aussi. Euh, Avec le profil que tu avais, quel était le profil que tu devais avoir pour obtenir ces bourses et poursuivre tes études? Alors, très bonne question parce que à l'université de Kinshasa, à un moment donné, les gens pensaient que j'étais la fille du prof Mudogo. Il y a eu des choses qui se sont dites derrière moi. Voilà, je suis Louba, le professeur Mudogo. Il est un de cofondateurs de la bourse Bebuc. Il est de Butembo, alors aucune liaison, mais les gens pensaient qu'elle est enfant d'abord. Merci vraiment pour cette question très pertinente. Les bourses ne sont pas réservées à une catégorie de personnes, mais elles sont disponibles pour quiconque a le courage d'en payer le prix du sacrifice, au fait. Et je ne suis pas un enfant Il d'abord. faut parler, il faut bien parler, c'est de quel sacrifice tu es en train de Voilà, parler, parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, superstitieux qui voilà, nous voilà. écoutent ici, hein. Et je pense que d'abord, je suis pas enfant d'abord. Je suis originaire d'une famille très modeste. Ma mère, elle fut commerçante, elle est toujours. Et mon père, il était pharmacien. Il décéda en 2011 alors que j'étais encore en troisième année graduat. Donc, pour vous dire que je n'avais pas un environnement qui dit enfant d'abord. Mais les bourses sont disponibles. Premièrement, elles sont là sur Internet. Il y a des milliers de bourses pour des études de master, de doctorat. Et même la bourse Bébuc dont Madame Karine va parler, elle est disponible pour les universités congolaises et les appels à candidature maintenant sont médiatisés sur les réseaux sociaux. Alors, je dirais d'abord, premièrement, comment les avoir. Il faut oser, au fait. Il faut oser, il faut soumettre votre application. Et quand vous lisez sur une bourse sur Internet, il faut très bien lire les informations qui sont requises pour la bourse. Et pour chaque bourse, préparez très bien votre dossier. Au fait, moi, depuis l'école primaire, j'étais très assidue et j'aime, au fait, un travail bien fait. Je dirais aux jeunes étudiants, aux jeunes qui me suivent, de ne pas être négligents parce que la sélection de la bourse, elle est très rigoureuse. Ce n'est pas un cadeau. On donne à ceux qui le méritent et votre dossier doit être très bien préparé. Votre CV, vos lettres de motivation, vos résultats. Et je veux passer dans chaque étape, par exemple, à l'école secondaire, au lycée, il y avait la bourse pour étudier la langue anglaise à Cali. Et cette bourse était financée par l'ambassade des États-Unis. Ce qui m'avait distingué des autres, c'était au fait mon travail. La préfète de l'école, elle me connaissait au fait. Elle savait que j'aime un travail bien fait. Même les enseignants disaient que j'étais au fait une fille qui était pertinente au fait. J'étais déterminée. Je n'aime pas les travails à moitié faits. Non. J'ai recherché toujours de l'excellence dans tout ce que je faisais et je n'avais pas peur
d'oser faire ce qui était difficile au fait. Et quand il fallait choisir une élève pour aller faire le cours d'anglais financé par l'ambassade, il ne pouvait pas hésiter de seulement me sélectionner. Et à l'université de Kinshasa, par exemple, la bourse BEBUC, je pense que les profits que j'avais en ce moment-là, c'était d'abord mes résultats. Je pense que le panel était d'abord impressionné par mes résultats, mais pas seulement ça, mais aussi la maîtrise de la langue anglaise. J'étais ouverte déjà, je savais là où je devais partir. J'avais une vision de la vie. Je savais que la science, elle se développe dans un milieu, dans les publications sont en anglais, et je me forçais déjà à apprendre la langue anglaise. Et j'ai préparé, comme j'ai dit, un travail toujours bien fait. Donc, la préparation, votre préparation va rencontrer l'opportunité qui se présente. Et dans Bebuc, Ouais. c'était pas un acquis, au fait. Chaque année, il fallait montrer que tu restes à la hauteur, que tu es excellent dans Mhm. tes études, mais Mm. aussi que tu te cultives dans le sujet d'actualité. Le Covid maintenant, les vaccins ARN, comment tu te cultives? Et chaque samedi, on faisait des séminaires pour discuter de sujets d'actualité. Et il fallait Mhm. aussi maîtriser la langue anglaise. Mais quand il fallait maintenant aller au Kenya, je me dis, il y a d'autres facteurs. Il n'y avait pas seulement les résultats, mais le prof Brinkman, quand il m'a recommandé chez son ami qui avait une bourse au Kenya, il avait aussi vu le sens des responsabilités. Et dans le monde anglophone, c'est très important. Ce n'est pas que tout seulement étudier, vous devez aussi être engagé dans l'organisation dans laquelle vous œuvrez. J'étais à plusieurs reprises speaker et j'étais en contact régulier avec les professeurs qui faisaient partie du panel de bébés. Et je pense que ce sont là le profit qui m'ont permis de pas seulement être sélectionné, mais aussi d'être recommandé, parce que dans le monde scientifique, la recommandation est très importante. Le réseau que vous créez est très important. Dès que la personne connaît quel travail vous pouvez délivrer, il peut facilement vous recommander chez un autre professeur. Et c'est comme ça, même pour ma bourse de doctorat, c'est vrai que j'avais postulé. Ils ont vu le résultat et l'université de Heidelberg devrait voir une preuve que je maîtrise la langue anglaise. Ils avaient demandé un test de IELTS que j'avais fait et ils ont vu le profil que je n'ai pas seulement étudié au Congo, mais j'étais aussi au Kenya et que je n'arrêtais pas de me former. Dans mon CV, j'ai participé à telle conférence, à telle formation sur les séquençages. Et cette flexibilité, ils se disent qu'elle peut s'adapter à tout environnement. Et mon boss m'avait dit que c'est un des critères qui aussi l'avait beaucoup marqué. Donc, en gros, à cause du temps, je veux m'arrêter là. Voilà, c'est exactement ça. Continuer de travailler pour ses ambitions, pour atteindre un but. On a des objectifs qu'on se fixe dans la vie. On travaille pour y parvenir. On reste pas chez soi, dans son téléphone, tous les jours sur Facebook, sur WhatsApp et on attend que les bourses arrivent dans son assiette. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir des objectifs. Il faut travailler pour y parvenir. Il faut chercher à se connecter. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on va passer à la prof Njoko. Malgré votre succès professionnel, vous avez décidé de revenir au Congo. Vous avez décidé de vous investir dans l'éducation, notamment au travers de BEBUC. Donc, je voudrais profiter de l'occasion que, pour que vous puissiez nous parler un peu de ce que vous faites avec BEBUC. En- je veux aussi avoir, on a eu l'avis de Tania en tant que applicante, donc quelqu'un qui postulante, quelqu'un qui postule pour la bourse. Maintenant, on veut aussi avoir l'opinion de professeur Djoko en tant que sélectionneuse de ces candidats, qui fait partie d'un panel qui sélectionne ces personnes qui appliquent. Donc, au-delà de ça, comment vous faites l'évaluation du travail que vous avez abattu durant toutes ces années dans BEBUC? Est-ce que ça a porté ses fruits? Quelles sont les nouvelles perspectives que vous envisagez? Oui, merci beaucoup Céleste pour la question. Euh, Tout d'abord, j'aimerais juste dire que j'écoute Céleste, j'écoute Tania, mais je suis tellement fière de ces jeunes femmes. Euh, je veux dire, de ce qu'elles sont devenues et puis de ce qu'elles représentent comme modèle pour les autres. Vous êtes vraiment des modèles pour les autres et, euh, Merci beaucoup. et surtout des modèles Merci beaucoup. dans la simplicité, dans l'humilité, dans le partage. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont véhiculées et qui sont
qu'on essaye de promouvoir en fait dans Bebook. Donc, je suis vraiment très, très fière de vous écouter. Merci, Alors, madame. en ce qui me concerne, en fait, ce travail de Bebook, c'est un peu une logique hein, dans ma carrière académique et scientifique. C'est-à-dire qu'avant Bebook, bon, je dirigeais ce laboratoire d'analyse à l'université de Genève. Avant, c'était à Lausanne, après, c'est allé à Genève. Et puis, dans ce travail-là, je collaborais déjà avec beaucoup d'autres Africains. C'est-à-dire que j'organisais des workshops, enfin, nous organisions avec mon laboratoire des workshops. Donc, j'ai vraiment visité beaucoup de pays africains. J'ai eu beaucoup de collègues africains avec qui j'ai échangé. Voilà, Cameroun, Égypte, Maroc, Sud-Afrique, l'Afrique du Sud, j'ai dit Sud-Afrique, South Africa, Kenya, etc. Donc vraiment, voilà, l'Afrique était déjà mon environnement. Et puis, le Congo était un peu comme un blind spot. C'est-à-dire que c'était un peu... je n'avais pas trop de contacts. Et le premier contact que j'ai eu avec les chimistes de l'université de Kinshasa, c'était au Mali, où on avait organisé, notre laboratoire avait organisé un workshop. Et là, il y avait un professeur de l'université de Kinshasa, et puis également le professeur Viri Mamudogo, qui était à l'époque l'académique de l'université de Kinshasa, le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa. Et il y avait un autre professeur de chimie avec qui j'avais commencé à échanger, et puis il devait donner une conférence lors de ce symposium, et il avait encore à l'époque des transparents. Plus personne n'utilisait des transparents. Vous ne connaissez même plus, les jeunes, vous ne connaissez même plus qu'est-ce que qu'on imprimait des diapositives sur un transparent et mettait ça sur un rétroprojecteur pour avoir ça en projection. Non, vous ne savez, il avait ça et plus personne n'utilisait. En fait, tellement de mal. J'ai dit, mais un Congolais qui va venir là et tout le monde avec des portes, et lui avec ses transparents, non, no way. Donc, j'ai travaillé avec lui. J'ai tout transcrit sur PowerPoint pendant 2 nuits parce qu'il y avait les conférences et tout ça. Donc, et on était dans l'organisation, j'étais dans l'organisation. Et puis le soir, j'étais en train de l'aider et tout ça. Et puis à partir de là, ma collaboration a commencé avec l'université de Kinshasa. Donc, j'ai été invitée une fois à l'université de Kinshasa pour donner un workshop. Et puis après, j'ai rencontré le professeur Viri Mamudogo et puis également Brinkman. Et ils étaient déjà dans le programme Bebook, donc ils m'ont convaincu. Brinkman m'a invité en Allemagne. Je suis allée faire une présentation dans son laboratoire. Nous avons discuté. Il m'a dit, mais écoute, tu ne veux pas rejoindre le programme? Et puis je le voyais tellement passionné. Et voilà, et puis pour moi, c'est aussi une curiosité, ces scientifiques au Congo, comment ça se passe, quelle est leur situation. Donc, j'y suis allée comme ça, de façon tout à fait bénévole. Donc, j'ai travaillé bénévolement pour ce programme tout en alliant mon travail à Genève pendant plusieurs années, jusqu'en 2012. Après, le programme a énormément grandi. J'ai aussi un peu imprimé ma patte. Et voilà, donc l'aventure a continué. Et en 2012, ben voilà, ça devenait un petit peu difficile d'allier la famille, les voyages, le travail à Genève. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé, en fait, de réduire mes activités à Genève et puis de m'impliquer totalement pour ce programme de bourse parce que il y avait une résonance pour moi, c'était mon pays, c'était travailler avec les jeunes, c'était transmettre tout ce que j'avais acquis comme connaissance à l'université ici et dans le monde. Et puis, il y avait un besoin et j'ai vu les résultats. Les résultats étaient là, donc c'est comme ça que je me suis impliquée totalement dans ce programme de bourse. Donc, l'objectif, c'est de soutenir les institutions sur place en mobilisant la capacité humaine et scientifique dont le pays a besoin. C'est-à-dire que le pays souffre aujourd'hui d'une carence en
en professeur, en chercheur, pour dynamiser en fait l'université, les universités. C'est un scandale, je le dis, que des facultés aujourd'hui au Congo fonctionnent sans professeur permanent. C'est-à-dire ce sont des professeurs visiteurs. C'est une situation que je connais bien parce que même si je donne des cours à l'université de Lubumbashi, je n'y suis pas de façon permanente. Je sais ce que ça implique et c'est pour ça que je me bats pour que les universités congolaises puissent avoir leurs professeurs comme n'importe quelle université au monde et que ces universités puissent fonctionner de façon optimale. Cette situation, je la connais très bien. Je connais ce que ça implique au niveau des professeurs, des institutions, des étudiants. Et Bebouk a pour objectif de soutenir des jeunes. Également, cette vision et cette motivation pour ça, c'est d'avoir cette motivation de construire notre pays et de construire notre éducation nationale pour la redynamiser, pour remettre l'éducation au centre des préoccupations et de développement du Congo. C'est vraiment ça dès le départ. Après, les gens que nous sélectionnons, c'est bien sûr avec une certaine qualité scientifique, cette motivation, des valeurs éthiques, chrétiennes, de solidarité, de partage, d'excellence, d'ouverture au monde, et surtout avec un volet qui est là de renforcement du leadership et surtout du leadership des femmes, parce que je suis une femme et bien sûr, je milite pour l'éducation et le leadership des femmes. Voilà en gros ce que constitue Bebouk. Après, Tania a déjà parlé comment postuler, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que nous demandons. C'est extrêmement exigeant, mais on donne aussi beaucoup. Hein. Nous donnons aussi beaucoup. Hein. Je donne beaucoup de mon temps. Mon temps, ça veut dire quoi? C'est encadré, c'est donner des aptitudes scientifiques pour écrire des projets, pour écrire des rapports, corriger, critiquer. Je critique beaucoup, je tape sur la tête des gens, mais toujours dans le bon sens. C'est-à-dire pour toujours améliorer, pour toujours aller plus loin. Il n'y a aucune critique gratuite. Ce n'est pas gratuit parce que j'ai envie d'être supérieur, je ne sais pas, aux boursiers ou aux Congolais. Ce n'est pas du tout ça. C'est toujours l'objectif d'améliorer les choses. Vous savez, ma formation, c'est la chimie analytique. La chimie analytique, qu'est-ce que c'est? C'est trouver des solutions. C'est-à-dire trouver des solutions aux problématiques. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à analyser une substance, par exemple les plantes, la nourriture ou dans les fluides biologiques, comment on fait? Quand on part de rien, comment est-ce que nous faisons pour une substance qui est peut-être dans des femtomoles, c'est très 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 petites, comme le sont souvent les produits toxiques, c'est-à-dire qu'elles sont souvent en très très elles ont un effet énorme. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour pouvoir détecter et dire c'est cette substance qui est responsable de cette toxicité. Alors ça c'est mon travail. C'est comme ça que j'ai été formée. C'est-à-dire c'est de trouver des solutions et puis fixer les problèmes. C'est-à-dire que lorsqu'une analyse ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on la fixe? Où se trouve le problème? Est-ce que le problème c'est l'analyse, la substance, c'est l'instrument ou qu'est-ce que c'est le problème? Voilà. Et puis aussi dire qu'est-ce qui a été dans ce domaine, dans le monde, ensuite, et trouver qu'est-ce que moi je peux emmener. Voilà. Ça c'est mon travail. C'est comme ça que j'ai été formée. Et c'est ce que j'emmène dans Bebouk, c'est trouver des solutions. Voilà. Merci beaucoup pour le temps, Joko. On court derrière le temps, on est déjà en plein débordement. Heureusement que ce sont les dernières questions. Donc, ma prochaine question, c'est à Tania. Donc,
tu es une âme généreuse, comme on le dirait. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la Fondation Zoé Liziba en 1, 2 minutes? Oui, je peux vous parler de la Fondation Zoé Liziba. C'est une structure que nous avons créée ensemble avec deux amis en septembre 2020 et l'objectif principal, c'est de pouvoir aider les orphelinats à générer des activités qui vont être de source de revenus pour eux. Parce que on a remarqué que la plupart des organismes, ils aident, mais le plus important, ce n'est pas de donner un pain mais à une personne, mais c'est donner à cette personne-là, apprendre à cette personne-là comment pêcher ou comment générer des activités. Et nous sommes encore dans la phase où, voilà, on va travailler dans plusieurs domaines, dans l'éducation, dans le social, générer des activités, mais aussi dans le domaine de la santé pour les aider à avoir des experts pour s'occuper aussi de la santé des enfants orphelins. Pour l'instant, nous sommes encore dans l'obtention de l'agrément au niveau du ministère à Kinshasa, mais dans le futur, je vous en parlerai plus quand les activités deviendront plus dynamiques et réalistes à Kinshasa. Donc, en gros, c'est ce que nous voulons faire et nous faisons déjà. Mhm. Voilà. Merci beaucoup, Tania. Tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent soutenir cette fondation, contactez Tania Bichola sur sa page en DM. Dites-lui que vous voulez soutenir la fondation. C'est pour les orphelins. Apprendre un métier aux orphelins, c'est très important parce que ça les rend indépendants. Vous pouvez leur donner du pain aujourd'hui, mais ils auront faim plus tard parce que le pain, il n'est pas éternel. Mais si vous leur apprenez à faire un métier, ces enfants vont devenir indépendants plus tard. Très belle initiative. Donc, on va chuter. Ma dernière question, qui sera la même pour vous deux. Donc, le secret de votre succès dans les STEM. Donc, répondre à cette question constitue le take-home message. Donc, ce que toutes les personnes aujourd'hui qui sont venues vous écouter vont retenir et qui vont emmener avec eux. Donc, je vais commencer avec la professeure Joko. Quel est le secret de votre succès dans dans les STEM? Le succès. Moi, je dirais que, en règle générale, rien n'est facile, d'accord? Et si on ne se focalise que sur les difficultés, c'est déjà un mauvais pas pour atteindre un certain succès. Les difficultés, il y en aura toujours. Aujourd'hui, c'est pas que, voilà, je vous parle de Bébou, qu'on a des très bons résultats, mais nous avons aussi des challenges, d'accord? Nous avons aussi des défis à relever. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous n'en sommes, je ne suis pas encore tout à fait satisfaite de tout ce que nous avons accompli parce qu'il y a encore des choses à faire. Donc, les défis, il y en aura toujours. Mais vraiment, c'est comment est-ce qu'on aborde les défis. Et ça, c'est à un moment donné, il faut travailler sur ce que les Anglais disent votre mindset. D'accord. Le mindset, c'est-à-dire votre tissu en fait psychologique. Et votre tissu psychologique, c'est pas que vous naissez avec. Hein. Vous naissez avec un certain tissu psychologique, mais on peut le travailler. C'est un travail. Il ne faut pas se dire ah non, moi je suis comme ça, je ne vais pas y arriver. Non, mais ok, il faut déjà reconnaître je suis comme ça. Maintenant, comment je vais faire pour y arriver? Où est-ce que je dois travailler pour y arriver? Qui je connais comme modèle et comment fait cette personne pour y arriver? Ça peut peut-être vous guider. Donc, il faut déjà avoir l'envie, le courage et la passion d'y aller. Et de se dire, moi, j'aimerais arriver là. Et c'est là où je dois y arriver. Et les portes sont ouvertes aujourd'hui pour les femmes, pour tout. Pour moi, il n'y a aucune barrière. Elles sont ouvertes pour toutes. Et il faut seulement oser aller ouvrir les portes. Et la semaine passée, j'étais à Genève suivre un forum, le forum suisse,
le Forum international suisse de la coopération, et le thème c'était l'éducation. Et là, il y avait une professeure de l'école polytechnique de Zurich qui a étudié tous les systèmes, en tout cas plusieurs systèmes éducatifs. Et elle est arrivée à une conclusion, c'est que les personnes qui performent, ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle en anglais les soft skills. C'est quoi les soft skills? C'est votre aptitude à aborder les difficultés, à aborder les études, à aborder la science. Ce n'est pas forcément ce que vous emmagasinez dans votre tête, mais c'est comment est-ce que vous abordez votre courage, votre empathie, votre compréhension du monde, votre compréhension de votre entourage, la pratique d'une langue, la pratique de la musique. Tout ça forge en fait votre tissu psychologique et vos soft skills. Votre organisation, je parle souvent de l'organisation. L'organisation est extrêmement importante. Il faut être organisé. Vous voyez, moi, je fais beaucoup de choses. J'ai des filleuls, j'ai une famille, je fais de la musique, je fais aussi du sport, je vais au théâtre. Mais tout ça, c'est de l'organisation à un moment donné. On peut faire plein de choses, mais il faut être organisé. Et il faut surtout avoir aussi, il faut avoir le cran. Moi, je dis le cran. Il faut vraiment avoir le cran, c'est-à-dire y aller, sauter par-dessus ses peurs. Et puis dire à un moment donné, ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. J'y vais. Et moi-même, je me suis retrouvée dans des situations pareilles. Hein. C'est-à-dire, je sais que j'ai peur, mais je vais quand même y aller. Et on verra bien. Et si je tombe, je vais tomber, mais je vais me relever et puis je vais y aller. C'est ça qu'il faut oser. Moi, je dis toujours aux filles, en fait, il faut faire de la boxe. Si vous voulez commencer un sport, faites de la boxe. Comme ça, vous allez apprendre à recevoir des coups, à tomber, à pleurer, et puis après à vous relever, et puis aussi à donner d'autres coups, et surtout apprendre à gagner. Voilà, il faut apprendre à gagner. Merci beaucoup, professeur Joko. Merci beaucoup. Moi, je retiens 4 choses, 5. L'envie, le courage, la passion, l'organisation et surtout saisir les opportunités. Donc, si vous avez tout oublié de ce qu'elle a dit, sont les 5 choses, l'envie, le courage, la passion, l'organisation et saisir les opportunités. Tania. Et la boxe. Et la boxe. Et la boxe. Et la boxe. Tania. Alors, voilà, je ne peux que confirmer tout ce que Madame Karine a dit, mais pour moi, Madame Karine, elle est à un autre niveau, elle est senior. Moi, je suis encore junior, je sais pas si je parlerai du secret de mon succès, je sais pas si je le succès, mais peut-être la réussite. Et voilà, je pense que la première des choses, les opportunités, il y en a, mais je pense que c'est laisser conduire par le Saint-Esprit pour tout chrétien, parce que je suis chrétienne. Dans le choix de la filière, c'est très important parce que le Saint-Esprit te permet de percevoir aussi le domaine dans lequel tu es passionné ou les domaines dans lesquels tu vas émerger. Pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé d'essayer de se conduire parce que au début, je ne savais pas, je voulais la médecine et tout, mais voilà, j'ai fait la biologie la première année. Je pouvais bien faire un transfert en médecine, mais j'étais passionnée. C'était vraiment l'endroit où je devais être. Je pense que ça, c'est très important, mais même aussi dans les différents choix de quel laboratoire aller, quel sujet faire, c'est laisser conduire, c'est très important et faire de bons choix. Ces petits choix nous permettent de réussir dans le futur. Moi, je dirais merci pour Bébuc qui a été un soutien énorme pour ma carrière. Je dirais merci à Christine Clayton. Si je devrais refaire la thèse, je le referais avec elle, au fait, parce que c'est une femme de fer qui a forgé mon caractère, mes capacités. Et voilà. Et un autre secret pour moi, c'est, voilà, la recherche, elle demande beaucoup de finesse, de dévotion, de détermination, de dévouement, des passions. Allez pour ce qui vous passionne. La vie, elle est déjà dure.
Faites ce que vous aimez, s'il vous plaît. C'est vraiment un grand conseil. Quand vous êtes passionné de quelque chose, ça rend les choses un peu plus faciles parce que la vie, elle vous donnera des coups, mais quand vous êtes passionné de ce que vous faites, les coups, les pierres, si la vie vous donne des pierres, vous allez faire un mur. Si ça vous donne des citrons, vous allez faire une limonade. Vous trouverez toujours des opportunités. Mais quand vous êtes frustré, vous faites ce que vous n'aimez pas, vous aurez toujours des excuses, au fait, à donner. Et moi, dans ce que je fais, je ne donne pas des excuses parce que j'aime ce que j'ai fait. Et même si on me payait pas, je continuerai à faire la recherche, je continuerai à faire Mhm, l'enseignement. J'aime ça. Et mhm, le dernier secret, c'est que je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. La plupart des Congolais, ils aiment rester dans leur zone de confort. On vous donne des mhm, opportunités, vous donnez des excuses, c'est parce que vous voulez pas sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, explorez de nouvelles opportunités, de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, apprenez une autre langue. Je suis vraiment en train de perfectionner maintenant mon allemand et voilà, c'est pas facile, mais mhm, je le fais. Et mhm, laissez-vous enseigner par les experts, cela vous fait gagner en temps, en énergie. Restez mhm, humble, surtout, n'ayez mhm, pas honte de dire je ne sais pas, je dois mhm. m'informer. Mais voilà, la vie, c'est une école. N'arrêtez pas de vous former. Moi, je continue à me former. J'ai fait des formations en technique de séquençage parce que c'est ce que je veux. Je suis en train de faire Mhm. pour mon postdoc. Voilà, n'arrêtez pas que let the sky be your limit. Even the sky, let it not be your limit. Just go Mhm. ahead. Continuez, J'espère que les, persévérez. Merci j'espère que beaucoup. les anglophones ont entendu ce que tu as dit, mais c'est aussi une motivation pour les personnes qui vont entendre à cette partie. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Peut-être qu'ils vont chercher à apprendre l'anglais. Donc, il y a beaucoup de choses que Tania a dit. Je vais les résumer. Donc, se laisser conduire par le Seigneur. Les scientifiques, il y a aussi des scientifiques qui sont des chrétiens. Tania est une chrétienne. Je suis une chrétienne. Freddy est un chrétien. Donc, on peut être chrétien et faire de la science. Se laisser conduire par le Seigneur pour le choix de la filière, pour tous les différents choix de nos vies, faire des bons choix, avoir de la détermination, de la patience, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, être humble. Et un autre élément que je trouve très important, respecter les seniors. Quand on devient un scientifique, c'est facile. Quand on commence à connaître, il y en a qui ont ce besoin-là de se comparer aux seniors, de commencer à marcher dessus et oublier que ce qu'ils ont appris et qu'ils ont perfectionné, ils les ont appris quelque part. Donc, respecter ceux qui sont venus avant nous et continuer de se former. Donc, Exactement. Mhm. on est arrivé au moment de notre space où on accorde la parole à quelques auditeurs. On va accorder la parole à 5 auditeurs seulement parce que on était parti pour 45 minutes et là, on est presque en train de faire une heure trente. Donc, voilà. Ceux qui veulent dire quelque chose, poser une question, vous avez la parole. Vous pouvez Il ne faut pas donner la parole au professeur. On est payé pour parler. Donc, s'il y a des questions, je vous prie de demander la parole. On va vous l'accorder. Mon cher mari est là. Merci beaucoup. Je remercie. Je profite pendant ce temps où il y a personne qui pose de questions pour le moment pour remercier mon mari qui m'accompagne pour ce space. C'est lui qui est mon co-host. Et vraiment, c'est une bénédiction et une grâce. Donc, les scientifiques ont une vie sociale. J'ai une vie sociale. Je remercie ma famille Bébuc. Ils sont tous là. Je suis vraiment touchée. Merci beaucoup d'être là. Je remercie les médecins de l'UPC qui ont aussi voulu donner de leur temps pour assister à ce space. Je remercie mon père que je vois, qui est là présent. Je remercie ma mère, je l'ai vue tantôt. Elle s'est peut-être déconnectée. En tout cas, je remercie mes amis, Harmonie, je vois Christelle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce space. Je suis vraiment reconnaissante. Blaise Pascal, merci beaucoup. Apparemment, il n'y a pas de questions, hein. J'attends, je ne vois pas de questions, donc tout a été clair. Si vous avez des questions plus tard, peut-être vous pouvez les mettre en commentaire. Donc, encore une fois, merci à tous nos auditeurs, à nos auditrices de nous avoir rejoints ce matin pour parler de ces femmes in STEM.
Je remercie particulièrement mes invités qui ont créé de l'espace dans leur temps pour commencer cette série de podcasts avec moi. On va terminer notre space en parlant des femmes à Bolenge et à Lotombe, 300 km de Mbandaka, qui subissent des césariennes sans anesthésie. C'est atroce, c'est impensable, c'est inadmissible de devoir faire ce choix, donc de donner la vie, parce qu'elles n'ont que entre subir la césarienne sans anesthésie ou mourir. Donc, c'est impensable de devoir faire ce choix pour donner la vie. Elles ont besoin des médicaments, elles ont besoin des produits anesthésiques, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin que le gouvernement réponde à leurs besoins. Voilà les vraies priorités. Merci beaucoup à Dr. Rebecca Fora d'avoir porté cela à notre attention. Quand vous le pouvez, postez cela, faites beaucoup de pression. Ce n'est pas normal que des femmes puissent avoir à choisir entre mourir et souffrir encore plus pour donner la vie. Merci beaucoup. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nominer une femme congolaise qui fait des prouesses dans les STEM dans le secret. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un samedi, #samedi technologie. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céleste. Merci à tout le monde. Merci, bye bye. Merci. Bye.